Bienvenue dans Les Pieds dans le plat, le podcast qui explore ce qui nous freine, ce qui nous pousse et ce qu'on ne dit pas toujours à haute voix. Ici, je tends le micro à celles et ceux qui osent retirer l'armure, revenir à l'essentiel et partager ce qui les a vraiment transformés. Aujourd'hui, j'accueille Ophélie Jouvenon, créatrice dynamique de Fric au féminin. Et pour une fois, ce n'est pas pour parler d'argent, Ophélie, mais pour parler de la vie qu'on veut derrière. Alors je vais me permettre de te présenter, s'il te plaît, tu auras le droit de me corriger ensuite. Tu as conseillé des milliers d'entrepreneurs, levé des millions d'euros, bossé 20 ans dans les rouages du financement de projets entrepreneuriaux de toute taille, mais surtout en veillant à apporter à chacun le même niveau de qualité, d'humanité et de conseil. Pour autant, ce n'est pas là que commence ton histoire. Ophélie, tu as grandi entre petites galères et grands rêves, dans un milieu modeste. Tu as fait des études d'économie, avec brio, mais pas pour le prestige, pas pour le statut, clairement et honnêtement pour l'argent, et ce qu'il permettait. L'indépendance, la liberté et la possibilité de s'en sortir. Alors à 16 ans, tu bossais pour financer tes études et à 40 ans, tu quittes le salariat pour monter ta propre structure et vivre ton rêve de journalisme. Pas pour tout recommencer, mais pour concilier enfin économie intime et transmission et réinvention. Et tu crées Fric au féminin pour relier ces mondes, ceux qui veulent apprendre, oser et désapprendre. Et surtout celles qui veulent une autre relation à l'argent, plus libre, plus consciente, plus joyeuse. Aujourd'hui, j'ai retenu que, pour toi, pour avoir ce qu'on veut, il faut aussi savoir ce qu'on ne veut plus. Et à partir de là, j'ai l'intention de retravailler avec toi, non pas sur ton CV, mais sur tes peurs, tes ruptures, et cette envie d'agir, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui fait que quand on t'enlève les étiquettes, pas maman, pas économiste, pas entrepreneur, toi, comment tu te présentes, Ophélie? Alors moi j'aime bien dire que je suis fricologue pour femmes libres quand on parle de job, mais sinon je suis quelqu'un qui est très épris de liberté, liberté de choix, liberté de se créer la vie qu'on a envie d'avoir, liberté de recommencer, de se planter et de trouver des solutions toujours plus alignées. Je trouve que ça me définit bien. Je suis une espèce de voyageuse de la vie, hein. J'ai déjà déménagé à peu près 24 fois dans ma vie, créé des trucs un peu dingues et ben je pense que je suis une personne qui a une vraie capacité d'innovation et de réinvention. Sachant que mon trait de personnalité, justement, principal, c'est d'être visionnaire. Et ça, ben, je l'ai vu aussi dans mes différents métiers. Ça a été à la fois une qualité et une difficulté, le fait d'avoir toujours un coup d'avance sur les autres. Et je lisais et je écoutais dans des différentes interviews que tu fais aussi beaucoup de choses par rapport à ta fille, par rapport à ton envie de transmettre à la fois aux autres, mais aussi à elle. Est-ce que tu peux m'en dire Oui, bah plus? ça, je pense que d'ailleurs, c'est souvent un sujet, les femmes et les hommes n'auraient pas la même priorité sur ce sujet-là, mais les femmes, on est c'est important pour nous, souvent la question de ce qu'on transmet à nos enfants, et la transmission, elle se fait beaucoup par les mamans. Et du coup, eh bien, j'ai aussi vu que dans la société dans laquelle on vit, pour la plupart, on nous a plutôt transmis, on va dire, des facteurs limitants, des peurs, le fait d'être plutôt des petites filles sages que des femmes qui osent, qui vont chercher la valeur où elle est, qui se réinventent, qui sont libres, parce que la liberté féminine, c'est finalement un sujet qui est assez récent. Nos mères et nos grands-mères n'avaient pas cette liberté de choix et d'action qu'on a désormais nous et qu'on peut transmettre à nos filles. Moi-même, à 40 ans, si j'ai décidé de switcher professionnellement, c'était aussi pour ne pas donner des bons conseils que je ne m'appliquerai pas à moi-même, mais pour incarner cette femme libre, cette femme qui entreprend, cette femme qui agit, cette femme qui n'aura pas peur d'échouer, de se réinventer pour être toujours plus alignée. Pourquoi? Bah, pour montrer à ma fille que c'est possible, qu'elle peut avoir la vie qu'elle a envie d'avoir, et bah, toute sa vie, en fait, il faut voir le changement positivement et oser se réinventer. Parce que bah, voilà, moi je vois qu'aujourd'hui, j'ai 46 ans aujourd'hui, je suis plus du tout la même femme que ce que j'étais à 18, 25 ou 36 ans. Et c'est tant mieux. Et nous les femmes, aujourd'hui, ce qui nous auto-limite le plus, c'est nous, dans nos parcours, tant personnels que professionnels. Et bah, c'est aussi le discours que je tiens à d'autres femmes. Créez-vous la vie que vous avez envie d'avoir, parce que en faisant ça, ça permettra à vos enfants d'être bien dans leur pompe et de se réinventer autant qu'ils en ont besoin, sachant qu'on est aujourd'hui dans une société où l'histoire du CDI et du même boulot toute sa vie, ben, c'est mort, hein, si vous en étiez pas rendu compte. Donc le meilleur service qu'on puisse rendre à nos enfants, c'est de leur apprendre qu'ils peuvent se réinventer, créer ce qu'ils ont envie de créer, et surtout être bien dans leur peau.
C'est super important, effectivement. Et tu disais aussi que, donc toi, tu as changé de vie, tu as attendu, on va dire, 40 ans pour changer de vie. Si tu devais me raconter une décision qui t'a changé, alors est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est le quitter le confort du salariat ou autre chose? Mais est-ce que tu peux me raconter une décision forte qui t'a changé? Une décision, un ras-le-bol, qui réellement a été le déclic pour te transformer? C'est le jour justement où j'ai calculé le nombre d'heures que je faisais et la rémunération que j'avais par rapport à ce que j'apportais. Et je me suis dit que, en fait, ça allait pas. Je devais être un petit peu masochiste quand même. Donc il était temps que je fasse autre chose parce que le prix que je payais dans le salariat était devenu plus important que ce que je gagnais selon moi. Donc c'est là où je me suis dit qu'il était temps que je devienne entrepreneur et que je repêche tous mes vieux rêves. Donc à 40 ans, j'ai fait la liste des 100 rêves. C'est ce que je vous invite à faire si vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire. Et je me suis dit que ma priorité, maintenant, ça devenait de réaliser ça. Donc c'est passé par des trucs très farfelus et dingues. Et tout ça m'a fait me rendre compte qu'en fait c'était possible de les réaliser ces 100 rêves parce que finalement il m'a pas fallu si longtemps que ça pour les réaliser et que ça donnait une saveur incroyable à ma vie et que je me mettais pas du tout en insécurité en le faisant. Au contraire, je me créais une vie plus libre, plus inspirante et dans laquelle j'étais mieux rémunérée. Non, rêve. Et tu les as tous, Et tous oui, réalisés? je les ai tous, je les ai tous effectués et il y avait des trucs assez dingues. Et en fait, il m'a fallu moins de 5 ans. Comme quoi, on peut toucher à sa vie assez rapidement, hein. Et oui, il y avait des trucs très très drôles et loufoques aussi là-dedans, parce que j'ai repêché aussi des vieux rêves de gamine. Tous ces trucs où vous vous dites, vous savez, un jour, si j'avais plus confiance en moi, si j'avais du temps, si je ne sais plus, si je ne sais quoi, je réaliserais ces trucs-là. Et ben, je me suis dit que maintenant, j'allais le faire. On a l'impression qu'il y a rien qui te freine, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a Eh ben freiné? oui, Est-ce que tu pourrais dire comme effectivement? toutes les autres, j'ai cru que je manquais de confiance en moi et j'ai commencé doucement et un peu après l'autre à faire des choses. J'avais extrêmement peur. Alors là, vous me voyez, maintenant je suis conférencière et je m'exprime régulièrement. Mais moi, ma première vidéo, ça a été une épreuve. J'ai été vomir à la fin de ma première vidéo, mais je l'ai fait. Je l'ai posté et j'ai continué à avancer, à m'améliorer de 1% par jour. Et c'est ça qui me différencie de pas mal de personnes, c'est que moi j'ai peur, j'ai toujours eu peur dans ce que j'ai fait. J'ai démarré toute seule, sans soutien familial, en plus je suis une maman solo. Et pour autant, tout ce qui me faisait peur, eh ben, j'ai fait un tout petit pas pour me rendre compte qu'en fait, la foudre ne traversait pas mon corps en le faisant, que certes, je ne serais pas la meilleure en le faisant non plus, ça j'accepte de toujours redémarrer à zéro. D'ailleurs, chaque année, moi, je démarre des nouvelles disciplines où je suis très mauvaise au démarrage, mais je m'améliore de 1% à chaque fois et à un moment, je deviens très bonne en ne lâchant pas l'affaire. Et c'est comme ça que j'ai gagné en confiance en moi et que aujourd'hui, ce qui me paraissait compliqué hier me paraît très très facile et ça fait qu'en fait maintenant je m'autorise à faire des trucs qui, voilà, il y a 5 ans, j'aurais même pas pensé que j'en serais là où je suis aujourd'hui. Tu parles de petits pas, et effectivement, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on a du mal à apprendre, hein. Je ne sais pas si c'est la France ou ailleurs, mais c'est vrai que aujourd'hui, euh, c'est quelque chose d'hyper structurant de se dire finalement, on peut avancer pas après pas, jour après jour, et découvrir plein de nouveautés. Donc, oui, oui, je suis d'accord avec toi, je plus sois, moi, j'ai le même parcours dans ce domaine. Après, encore une fois, euh, tu parles régulièrement de syndrome de l'imposteur. On a du mal à te voir dans le syndrome de l'imposteur, Ophélie, quand on te connaît un peu. Qu'est-ce qui fait que toi, tu le sens, ce syndrome de l'imposteur, de temps en temps? Je l'ai beaucoup senti au démarrage en me disant mais comment je me sentais pas légitime de proposer des choses alors qu'en fait la légitimité ça faisait déjà 15 ans que je l'avais. J'ai beaucoup moi souffert justement dans ma carrière comme j'étais une des rares femmes dans des milieux d'hommes. À la fois de pas me sentir légitime parce que il y avait que des costards cravates masculins qui faisaient ce que je faisais. Donc j'avais un problème de représentation aussi, hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Frico Féminin, pour que des femmes puissent se représenter dans des sujets qui étaient pour l'instant très très masculins, qui étaient le business et l'investissement. Euh, et puis, c'était aussi des interrogations sur ma propre valeur. Moi je le vois, j'accompagne des entrepreneurs. Et pour la plupart, la légitimité, on l'a bâtie au démarrage, ça fait très très peur de proposer sa première offre, de la tarifer au bon tarif. On se dit, mais mon Dieu, personne ne va payer ce prix-là. Or, c'est en se bradant qu'en fait, on n'a pas de clients. Voilà, c'est toutes ces questions-là.
Et moi-même, je les ai traversées, donc je le comprends mieux que n'importe quel autre. Et puis moi, j'ai eu aussi autre chose, on appelle ça le syndrome du coquelicot rouge, c'est-à-dire que j'étais la seule, donc je dépassais et on ne pouvait pas faire autrement que de me voir. Et parfois, j'avais envie de me cacher pour qu'on ne me voit pas. Et justement, ça a été thérapeutique pour moi de créer un média, parce que j'ai pas eu d'autre choix que de me montrer, que de parler et de tenir ma propre parole. Alors que toute ma carrière, en fait, j'ai valorisé quelque part les projets des autres, parce que j'ai beaucoup bossé avec des entrepreneurs et des élus. C'est moi qui créais la valeur, c'est les autres qui récoltaient les fleurs. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi pas les récolter? C'est très très important et tu as raison de le dire. Comment on arrive finalement à passer le pas et à se mettre en valeur un jour dans cette direction. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aurais jamais osé dire sur justement cette période où tu as décidé de te transformer? Qu'est-ce que tu as gardé pour toi, même peut-être pour préserver ta fille, ton entourage, ou même toi, dans cette transformation? Justement, le fait que j'avais pas ce que je voulais, parce que j'ai accepté des choses que je ne voulais pas aussi. Parce que autour de moi, tout le monde acceptait, donc j'ai cru que c'était normal d'accepter. Euh, et c'est aussi pour ça que c'est important que celles qui avons décidé de se créer une vie sur mesure et différente, on en témoigne, pour se rendre compte qu'en fait, tout ne s'effondre pas le jour où on dit stop à ce qui nous bouffe notre énergie, notre temps, nos compétences et notre évolution, parce que c'est en commençant par dire stop à tout ça, et c'est pas facile, c'est courageux au démarrage, que derrière, on voit arriver ce qu'on veut dans notre vie. Ouais, c'est ça. Et moi, ce qui me marque régulièrement dans les conversations que je peux avoir, c'est que de temps en temps, j'ai l'impression de voir dans le regard de la personne à qui j'ose avouer que je, quelque chose comme moi, j'ai jamais eu l'instinct maternel. J'adore mes enfants, je suis hyper fan de mes enfants, mais je me sens pas maman de la terre entière. Et de temps en temps, on voit le soulagement dans le regard de l'autre, et ça fait du bien de se dire qu'on a transmis quelque chose où nous, on était très inconfortables avec l'idée et où finalement, il y a beaucoup, beaucoup plus de monde qu'on le pense qui sont inconfortables avec cette idée. Et on va parler un petit peu fric au féminin et justement des blocages que tu peux rencontrer dans tes accompagnements. Aujourd'hui, c'est quoi les plus gros blocages? C'est plutôt les blocages euh, d'individus ou finalement c'est plutôt des blocages de société? C'est tout. C'est tout parce que chez les femmes, c'est systémique, hein. En France, alors là, nous, on habite en France toutes les deux. C'est sociétal. C'est sociétal et puis c'est sociétal depuis toujours. Et même si quelque part sur le papier, ça serait censé être levé, ça n'est pas du tout dans les faits, hein. On voit, les femmes gagnent moins que les hommes, négocient moins leur rémunération, n'osent pas le faire. Dans l'entrepreneuriat, elles montent des auto-entreprises et gagnent pas un rond. Elles investissent moins et ne savent pas évaluer les risques dans l'investissement, du coup ont une moindre rentabilité. Alors que quand elles le font, elles sont bien meilleures. On le voit que les femmes réussissent mieux dans les études, elles ont tout ce qu'il faut pour le faire, et pour autant, elles sont bloquées. Alors elles sont bloquées par la société qui renvoie cette image que ce serait matérialiste, que quand on est mère, on serait presque une mauvaise mère voilà, d'être une bonne businesswoman ou une investisseuse. On serait une femme matérialiste, un peu dépourvue de bons sentiments et un peu moins aimante. C'est ce qu'on voit dans les films. Tu sais, dans les films, la businesswoman, c'est la nana qui n'a pas d'enfant, qui écrase tout le monde et ainsi de suite. Et c'est pas du tout ce qu'on est pour la plupart, parce qu'on est des femmes qui avons décidé aussi de respecter notre équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Moi, je le vois chez les femmes qui sont entrepreneurs. Notre motivation, c'est beaucoup ça aussi, c'est de mieux respecter nos différents équilibres. C'est possible de le faire hein, aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Moi, ça a été une de mes motivations aussi. C'est lié à nos familles. Dans les familles, 65, c'est le moment où les femmes ont pu disposer librement de leur argent. Moi, c'est la génération de ma mère, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucune d'entre nous. Donc, on parle de en disposer et éventuellement gérer. Donc, c'est gérer les pots de yaourt et le budget du quotidien. Et entre gérer les pots de yaourt et le budget du quotidien et avoir un business qui dépote et une stratégie d'investissement qui fait que ça se multiplie, il y a un petit peu de boulot quand même. Donc, ça veut dire que les femmes restent très cantonnées à la gestion, c'est-à-dire que c'est plutôt des bonnes gestionnaires, mais être gestionnaire, c'est pas ça qui fait que tu es riche, entre guillemets, hein. Il faut en apprendre d'autres pour créer et multiplier. Parce que sur l'argent, tu as 4 lois, qui est comment est-ce que je le ressens, je le pense, c'est-à-dire les croyances et tout ce que tu as hérité là-dessus, qui est le programme que tu as sur l'argent, on va dire, et la réussite. Après, tu as en créer et en gagner, et ça, en fait, pas mal de personnes pensent que ça ne marche
que via le salariat. Or, aujourd'hui, le salariat, il a ses limites, surtout pour les femmes, on le voit. Donc, je pense que dans peu de temps, même les limites du salariat sont en train d'évoluer. On le voit dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. On sera nombreux à être à la fois salariés et entrepreneurs dans nos vies, et les formes du travail sont en train de muter. Or, les femmes continuent à associer leur sécurité à un CDI, et elles se retrouvent en insécurité, parce qu'elles sont dans un CDI qui les étouffe, avec des conditions des fois salariales qui ne sont pas terribles, qu'elles n'osent pas renégocier, et voilà, elles ne se posent pas la question justement d'apprendre régulièrement pour changer d'employeur. Parce que dans le salariat aujourd'hui, si tu veux quelque part être bien placé, il faut changer d'employeur assez régulièrement, c'est le meilleur moyen d'y arriver pour renégocier ton job. Et puis l'investissement de tout temps dans la société française, c'était les papas et les papis qui discutaient ça autour de la table et qui parlaient des projections de la famille. Et donc les femmes n'ont pas été associées à la projection, donc elles sont des très bonnes gestionnaires du quotidien, elles ont le nez dans le guidon, mais se projeter, et en fait avoir un business qui tourne et investir, c'est se projeter dans l'avenir. Et c'est aussi croire qu'on est la personne qui va pouvoir créer cet avenir. Et j'ai envie de dire, c'est plus là que ça bloque, souvent, de se dire, je suis celle qui va créer toutes les solutions. Moi-même, il y a un moment où il a fallu que je me torde un petit peu les neurones sur ce sujet, de me dire, en fait, je suis capable de tout créer. Mon système de retraite, mon système de business, voilà. Et j'attends pas de quelqu'un qui me l'amène, que ce soit l'État, un patron ou un homme. Et c'est ça aussi qu'on peut transmettre à nos enfants, parce que on le voit. On le voit, quel que soit le pays dans lequel on vit, on se rend compte qu'aujourd'hui, les systèmes de retraite, c'est pas du tout gagné. Que le CDI, c'est pas la panacée pour pas mal de gens, et notamment vers 40 ans. On est nombreux et nombreuses à en avoir ras-le-bol, à finir à genoux et à plus trouver ça extrêmement épanouissant. Ça veut dire que cette culture du business et de l'investissement, ça devient un incontournable dans le monde dans lequel on vit actuellement et vivent nos enfants. Alors que nous, on est issus d'une génération qui était celle des 30 Glorieuses, où ça fonctionnait encore, le système de la retraite et du CDI. C'est ça. Et la vraie difficulté, c'est effectivement de définir que l'apprentissage, c'est la base. Et que chaque jour, on peut apprendre, et que tout existe par ailleurs, mais que on est souvent, quand on est une femme, on a la tête dans le guidon, on est dans ce quotidien. Euh, Moi, j'ai fait partie des femmes qui disaient que quand j'avais du temps, c'était pour mes enfants. Donc, j'avais pas de temps pour moi. J'avais du temps pour mes enfants. Et c'est fondamental d'arriver à expliquer, et c'est ce que tu partages avec dynamisme, que tous les jours on apprend, et tous les jours on peut passer à la vitesse supérieure dans un domaine où on imaginait qu'on ne pouvait pas, et où il suffit de trouver finalement les personnes pour s'entourer euh, et découvrir d'autres choses. Donc, merci beaucoup pour cette réponse très complète. Tu connais mon goût pour les biais cognitifs. J'aimerais te parler de biais cognitifs, alors pas de ceux dont on avait parlé il y a quelques mois, quand tu m'avais fait le plaisir de m'inviter dans ton podcast. Si on parlait plutôt des biais sur lesquels justement on est obligé d'influer pour transformer sa vie. Euh, Aujourd'hui, euh, on le voit, même toi, tu as longtemps jonglé entre une vie professionnelle très codifiée sur la partie économie et cette envie de liberté. Est-ce que parfois tu as cru que les autres voyaient ce qui se jouait en toi, ou est-ce que, là on va parler d'illusion de transparence, est-ce que tu as l'impression que les gens te comprenaient, ou justement le sentiment qu'ils ne te comprenaient J'ai pas? plutôt le sentiment qu'ils ne me comprenaient pas, parce que, quelque part, le confort chez eux primait sur le désir de liberté et d'épanouissement. Et c'est ça qui est assez intéressant, parce que à la fois on a l'impression que personne ne comprend quand on a un peu ces idées un peu de liberté, et à la fois quand on échoue, quand on est tu parlais de ta première vidéo, euh, qui t'a rendu malade, à la fois on a le sentiment que les gens lisent en nous comme dans un livre ouvert. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué, l'illusion de transparence. Moi, j'ai ce souvenir personnellement de lycéenne, où j'avais l'impression que quand je traversais le hall du lycée le matin, j'avais l'impression que l'intégralité du lycée me regardait traverser. Un sentiment horrible où finalement, en fait, chacun s'occupe de soi, mais où on a ce sentiment d'être observé et jaugé en permanence.
Et c'est vraiment très difficile. Parce que quand on pense à ta vie et justement à ton métier d'économiste, c'est ça qui est fou, c'est que finalement tu viens d'un monde où la maîtrise est très très importante. Euh, euh, et tu as accepté de lâcher prise, de lâcher un peu le contrôle justement de je dirais, du cadre classique. Euh, Qu'est-ce qui finalement a été le plus dur en acceptant de ne plus contrôler? C'était justement le regard des autres qui demandait presque des justifications par rapport à tout ça. Et le fait que moi-même, hein, j'ai été élevée dans cette culture il faudrait avoir, on va dire, la fin et le résumé du livre avant de l'avoir vécu ou écrit. Et on est nombreux à avoir été bercés par cette culture-là. Je le vois moi-même. Ma fille est en phase d'orientation et d'inscription de vœux dans Parcoursup. On serait censé tout savoir avant d'avoir vécu l'histoire ou même de l'avoir testé, ce qui est un truc absolument dingue. On n'a pas la culture du test en France. On voit quelque part le test comme un échec, ce qui n'est pas du tout le cas dans pas mal de pays. Ça, c'est terrible. Et ce truc-là nous bloque énormément justement dans l'entrepreneuriat. Alors moi, ça, je voyais que c'était pas la bonne approche parce que comme j'ai beaucoup accompagné des entrepreneurs, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ça ne se passe jamais comme tu l'as prévu. Et ça, c'est une des plus grandes difficultés. Ça ne veut pas dire que ça marche pas. Ça veut dire qu'en fait, si tu n'es pas accompagné pour t'adapter, voir comment tu pourrais t'adapter pour que ça fonctionne, tu as à peu près 100% de chance de te planter. D'ailleurs, j'accompagne pas mal de personnes là-dessus qui viennent me voir en me disant mon Dieu, ça ne marche pas. Et le problème n'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'elles ont des angles morts qui font qu'elles ne voient pas comment est-ce qu'il faut orienter les choses pour que ça fonctionne. Mais oui, oui, il y a dans la vie une part d'imprévu. On le voit même, on le voit en ce moment là sur l'évolution économique. Là, l'économie est en train de se réinventer en ce moment. On vit un cycle économique qui est assez douloureux pour pas mal de personnes parce que tout le monde analyse le cycle actuel en partant du passé ou des faits divers du présent, alors qu'en fait, il faut se projeter dans l'avenir, ce que seront les usages de demain pour comprendre ce que va être l'économie et ce sur quoi il faut entreprendre et investir. Et ça aussi, il y a peu de personnes qui arrivent à se dire j'ai une vision de la vie que j'ai envie d'avoir, j'ai une vision de là où je vais emmener mon entreprise, j'ai une vision de ce que seront les secteurs économiques qui seront porteurs demain. J'investis mon temps, mon énergie sur ce qui fait sens pour moi, là, sur ces 3 domaines. Et là-dedans, il y a des choses qui vont bien se passer et il y a des choses qui ne se passeront pas comme je l'ai prévu. Mais en fait, je vais diversifier, je vais viser et ça va, ça va fonctionner. Et ça veut dire aussi commencer à croire avant de voir. Et on a été nombreux à être élevés dans cette culture du je ne crois que ce que je vois. Oui, mais si tu ne crois que ce que tu vois, ça veut dire que tu fonctionnes en fonction uniquement du présent et tu vis tous les jours la même vie. Donc il faut commencer par croire que ce qu'on veut est possible pour que ça se matérialise dans notre réalité. Et moi, oui, il m'a fallu faire des nœuds au cerveau, justement, pour m'autoriser à être une sale gosse, à réinventer des trucs, à oser me planter magistralement et en rigolant. J'aime bien dire devenir une balle rebondissante, c'est-à-dire, oui, tu te plantes, ok, et le lendemain, tu rebondis encore plus haut. Parce que souvent, en fait, c'est juste un puissant enseignement. Et ça aussi, je le dis souvent à celles qui sont mamans, si vous voulez aider vos enfants à devenir des gens qui s'en sortent bien dans la vie demain, célébrez avant tout les échecs et pas les réussites. Arrêtez de survaloriser la réussite. Faites en sorte que vos enfants ne voient plus l'échec comme un échec, mais comme un puissant apprentissage. Ils n'auront plus peur de se planter, ils testeront, ils avanceront. On est d'accord et c'est vraiment très très difficile parce que le système éducatif encense la perfection et ne tolère quasiment aucun défaut, hein, y compris des défauts complètement ridicules, je dirais. Deux autres biais qui m'intéressent aussi par rapport à justement à ton histoire et à ton parcours, c'est le biais de statu quo. Voilà, une des grosses difficultés qu'on a, c'est que justement on est figé dans notre existant. Et comment toi tu l'as projeté et comment tu le vois chez les gens que tu accompagnes? Alors oui, ça c'est un des plus gros biais qui nous empêche de se créer une vie qui nous ressemble à nous. C'est-à-dire qu'en fait, on calque nos désirs de vie en fonction de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de ce que font nos amis et de ce que nos parents nous ont transmis. Mais généralement, c'est pas ce qu'on veut réellement dans notre petit noyau intérieur. Je le vois chez pas mal de personnes, si ça ne fonctionne pas, c'est parce que c'est pas 100% aligné avec notre personnalité, notre manière de voir le monde. Et souvent, on a besoin de se couper en fait des interactions pour sortir de ce fameux biais de statu quo, ce conformisme en fait qui fait que on a un comportement moutonnier et on continue à reproduire ce qui se passe autour de nous. Or généralement, ce qui fait qu'on se sent pas bien, c'est ça, c'est qu'on a la vie des autres
et pas celle qu'on a envie d'avoir. Moi-même, je suis quelqu'un qui fonctionne de manière, on va dire, assez solitaire dans sa vie, mais avec des interactions enrichissantes de personnes qui elles-mêmes se sont créées une vie sur mesure, parce que quand tu veux te créer une vie sur mesure, ça veut dire que tout va sortir des cadres. Or, les cadres, tu peux pas les tomber tous d'un coup, parce que ça fait bizarre à tout le monde, parce que notamment ton cercle, ton premier cercle, qui est ta famille, elle va te regarder avec des yeux ronds en disant mais pourquoi tu fais pas comme nous? Et tu reproduis pas ce qu'on t'a transmis. Tes amis vont te regarder bizarrement en disant mais mon Dieu, tu as changé. Et pourquoi ça se passe bien pour toi alors que pour les autres c'est compliqué? Et souvent en fait on ne s'autorise pas à briser ses propres chaînes, à tomber les murs de sa cage. Vous verrez comment est-ce que vous voulez le voir. Pourquoi? Par rapport au regard des autres, par rapport à ce qui est normal autour de vous. Donc souvent, ça veut dire que quand on a décidé réellement de changer de vie, ça fait changer beaucoup de choses par rapport à son environnement. Et puis le statu quo, c'est, alors moi, je vous le disais, mon premier trait de caractère, c'est d'être visionnaire. C'est-à-dire que je suis déjà branché sur le truc qui va se passer demain et après-demain, alors que tout le monde est toujours sur le fait divers du jour ou ce qui se passait avant. Donc des fois, quand j'arrive sur des réunions, ça détonne parce que forcément, j'ai pas la même analyse des choses. Puisque oui, quand vous montez un business, quand vous lancez un truc, il vaut mieux être le premier sur un marché. Et quand vous allez sur l'investissement, faut pas se réveiller quand tout le monde a commencé à investir. Faut être le premier à le faire. Et ça veut dire en fait réussir à briser les codes. Et briser les codes, c'est observer les tendances de la société sans justement rentrer dans le fait divers. Et ça, ce qui est important, je vois trop de personnes, moi, quand je travaille avec des personnes, je leur dis que j'ai une condition, c'est tu n'écoutes plus la télévision. Ce qu'on appelle les informations, c'est ce que j'appelle moi de la désinformation ou de la sinistrose injectée par dose quotidienne et homéopathique. Aujourd'hui, écouter les informations, c'est comme mettre du poison dans son verre tous les jours. Hein. C'est-à-dire que si tu veux aller mal, si tu veux croire que rien n'est possible, tu t'entoures de gens négatifs et tu écoutes ce qu'on appelle les informations, tu auras vraiment l'impression que le monde va dans le mur. Or, il y a des gens qui développent des choses absolument géniales. Même dans les périodes de crise, il y a des opportunités d'investissement et de business qui sont absolument dingues. C'est d'ailleurs dans ces périodes-là qu'il y en a le plus. Donc, c'est de ces personnes-là dont il faut que tu t'entoures. Et pas de celles qui pensent que tout va mal. Or, tu as quand même à peu près entre 80 et 90% de personnes qui vont penser que tout va mal. Donc, le rôle de l'information et du contexte est extrêmement important. Donc, moi, je sais complètement couper de ça, que ce soit dans ma vie personnelle et professionnelle. Je ne me fais pas embarquer par les idées des uns et des autres qui seraient supérieures aux miennes. Et j'écoute ma petite boussole intérieure parce que je me suis aussi prouvé que j'étais particulièrement bonne là-dedans. C'est super important, je te remercie d'insister. Un des derniers sujets que je voudrais adresser d'un point de vue biais, mais c'est un peu dans la continuité, c'est le biais de négativité. Quand on a eu comme toi un peu ce parcours et cette obligation de se mettre en route et de fonctionner seul justement d'aller chercher ses propres résultats, sachant que effectivement notre cerveau a tendance malheureusement à nous aider à survivre, je dirais aujourd'hui, mais donc à nous aider à voir le pire. Comment est-ce que au quotidien tu travailles là-dessus et dans la continuité un peu de ce que tu viens de dire, comment tu pousses d'autres encore dans cette Donc je le direction? disais, s'entourer de gens positifs qui croient en vous vraiment, c'est-à-dire qu'ils veulent pas juste que vous soyez comme eux, et que vous ne bougiez pas, et ça c'est hyper important, et qui veulent le meilleur pour vous, ça va même encore plus loin, hein, qui vont vous aider à vous pousser vers le haut. Ça généralement, c'est pas les mêmes personnes qu'avant, donc ça veut dire aussi laisser sortir des relations de sa vie. Les sources d'information, je vous le disais, voilà, sources d'information positives qui a les solutions, que, mon Dieu, tout va mal, rien ne se passera, ainsi de suite. Oui, c'est important. Tu le disais, tous les jours, alors, on a à peu près 70 000 pensées, dont 80% sont identiques à la veille. Donc si tu veux voir les choses différemment, c'est comme ça qu'il faut commencer à travailler tout ça. Se couper des sources d'information négatives, aller que sur des choses positives. Soi-même, hein, de toute façon, la vie, elle va se charger de nous envoyer des trucs. Je suis comme vous, hein, dans ma vie, il m'arrive des trucs, ne serait-ce que par les autres, par des événements environnementaux sur lesquels je n'ai pas prise. Donc, c'est ne pas accorder plus d'attention ou d'importance à ces choses sur lesquelles on n'a pas prise voilà, ce qui est nécessaire, puisque moi, je me concentre sur ce sur quoi j'ai prise. Quand j'ai des problèmes dans ma vie, j'agis sur ce que je peux pour me sortir de ces problématiques-là, plutôt que de me dire « Oh mon Dieu, je n'ai pas de chance ». Donc ça, c'est le dialogue intérieur.
Je travaille aussi tous les jours sur mon dialogue intérieur, sur mes pensées, sur mes croyances, qu'elles soient positives ou négatives, pour détecter qu'est-ce qui pourrait m'aider ou qu'est-ce qui m'auto-limite encore dans ma vie. Et puis, je fais aussi un travail sur le fait d'avoir de la dopamine et de la sérotonine à gogo, c'est-à-dire le matin, j'attaque en allant me balader dans la nature, en me mettant dans une belle énergie, en faisant du sport aussi, parce que le sport, c'est un bon régulateur émotionnel et psychologique. Et je vais régulièrement me balader dans la nature. Donc vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le sujet. Ben si, ça a tout à voir avec le sujet. Parce que quand tu vas bien dans ton corps et dans ta tête, tout le reste, ça fonctionne. Et je vois trop de personnes qui ont oublié ça aussi, c'est de se faire passer avant le reste pour aller bien. Parce que quand tu vas bien, le reste va bien aussi. Ouais, c'est très important. Et complètement d'accord. On est sur quelque chose où aujourd'hui, euh, on est entouré de négatifs. Et on a démultiplié ces effets-là avec ce que tu appelles les infos, et que je suis un peu d'accord avec toi. Moi, je n'écoute plus non plus cette source-là. Je picore quelques minutes par jour, et le reste du temps, je m'en sors. Le seul moyen de continuer à garder la tête hors de l'eau, c'est de rentrer et d'être à 200% dans son cercle d'influence. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris trop tard. J'ai l'impression que toi, tu le vis à fond. Mais c'est ça. Qu'est-ce que ce sur quoi on a une influence et ce sur quoi on n'en a pas. Y compris dans une conversation avec n'importe qui. Parce que même une conversation avec un collègue de bureau, on n'a aucune garantie que ce qu'on lui dit, il l'entend, il le comprend, et il le prendra positivement ou négativement. Ça reste totalement 100% lié à son propre terrain émotionnel de l'instant. Bien sûr. Et Et ça, tu as tout c'est à fait raison. Et moi, je le vois souvent dans le changement de vie, le plus dur, c'est l'aspect relationnel. C'est de ne pas accepter de laisser partir des gens de sa vie. Parce qu'il y a plein de gens qu'on a extrêmement sympathiques, mais qui en fait nous tirent vers le bas. Ils n'ont pas envie qu'on évolue. Après, il y a les petites jalousies, les petits jugements, les autolimitations de notre propre cercle. Et quand au contraire tu fais sauter tout ça et que tu as un cercle restreint, moi je parle de garde rapprochée, hein, on va dire si tu as entre 3 et 5 personnes autour de toi qui sont des gens vraiment lumineux, mais des gens lumineux, ça ne veut pas dire des gens positifs tout le temps, parce qu'eux-mêmes, hein, ils vont traverser des moments difficiles. Mais dans ces moments-là, voilà, c'est ponctuel. Ils font ce qu'il faut pour repartir dans le bon sens. Et puis, pour autant, ils n'iront pas balancer leurs névroses, leurs jugements sur les autres. Et là, ta vie prend un autre essor. Moi-même, dans ma vie, ça a été difficile, hein, parce qu'à un moment, ça a aussi induit une phase de vide, parce que tu traverses une phase de vide quand tu fais ces choix-là. Pour autant, la richesse des relations, quand tu n'as autour de toi plus que des personnes comme ça, ben voilà, c'est un effet propulseur. certain. C'est certain. Je t'entendais dire aussi dans une interview que tu avais des routines pour sortir de ta zone de confort. Alors, je pense que tu as commencé à en parler. Est-ce que tu peux nous en Oui, dire alors ça, plus? ben, je le vois, je lui dis souvent, le plus grand piège, c'est le confort. Alors, je suis la première, hein, moi-même, hein, j'aime bien mon confort, l'hiver, me balader avec ma petite couverture en pilou-pilou chez moi, comme tout le monde, pour avoir mon propre rythme. Mais pour autant, notre mental aussi, si tu le disais, hein, nous protège du changement. On a peur du changement, et cette peur du changement, elle se surjoue à l'intérieur de nous. Or, quand on a des routines, justement, qui font que régulièrement, on attaque des nouvelles choses. Donc, des nouvelles choses, c'est aller voyager avec son sac sur le dos, en n'ayant pas tout programmé à l'avance dans un pays étranger, en ne sachant pas trop comment on va s'en sortir, mais on va s'en sortir. Si possible, le faire tout seul, parce que en fait, ça nous oblige aussi à l'adaptabilité, la flexibilité, qui est une de nos plus belles qualités. Attaquer des nouvelles disciplines, alors moi, artistiques, sportives, chaque année, j'attaque des nouveaux trucs. Et ça, souvent, on ne s'autorise pas à redémarrer, c'est ce que je disais, redémarrer à zéro, ne pas être la meilleure, ne pas être bonne dans ce qu'on fait. Parce qu'en fait, on devient un bon ou bonne à partir du moment où on persévère pendant 3, 6 mois, 1 an. Voilà, et ça amène une flexibilité aussi mentale qui fait qu'on est capable de s'adapter à plein de choses. Déménager, rencontrer des nouvelles personnes, apprendre. Alors, il y a un moment, on a des phases de saturation. Moi-même, il y a 2 ans à peu près, j'ai lancé un nombre de chantiers absolument fou. Je ne sais pas si j'ai pas appris 20 compétences d'un coup. Bon, il faut que j'étais un peu fatiguée, c'était peut-être un peu beaucoup, c'est OK. Mais c'est important véritablement voilà, de changer les circuits de balade que vous faites, de changer de main quand vous vous brossez les dents. Enfin, il y a différents changements à introduire dans votre vie qui sont même des changements qui, d'un point de vue des neurosciences, sont extrêmement importants parce que c'est aussi ça qui va amener plus de plasticité à l'intérieur de votre cerveau. Et c'est ça qui fait que vous allez me câbler sur
voir des solutions qui ne sont pas forcément ce que vous faisiez avant. Parce que si vous voulez avoir des résultats différents, c'est pas en appliquant les vieilles formules que vous appliquiez avant que vous allez les avoir. Parce que si vous vous entourez des mêmes personnes et que vous faites les mêmes choses, il y a un moment où c'est souvent un peu compliqué d'avoir des résultats différents. Donc c'est important d'introduire des nouvelles choses, et des nouvelles choses doucement, tranquillement. C'est des nouvelles choses dans son quotidien. Voilà, pas toujours manger la même chose. Je disais, pas côtoyer les mêmes personnes. Apprendre, faire des trucs drôles, des trucs auxquels on n'avait même pas pensé. Et c'est ça qui donne aussi cette saveur à la vie, parce que quand vous vous rendez compte que vous êtes la personne qui avait réussi à faire ça, et ben, ça vous laisse comprendre et entreapercevoir que vous pouvez réaliser beaucoup plus. Dans les trucs farfelus que j'ai faits, quand justement je me suis dit qu'il allait falloir que j'en passe par la partie vidéo. Alors la partie vidéo, pour la plupart des entrepreneurs, c'est une épreuve, hein. Si vous vous dites, mais comment font les gens là, qui font des shorts ou des vidéos sur YouTube? Moi, j'y arriverai jamais. On s'est tous dit ça. Et moi, je savais qu'il fallait que j'y passe à un moment, et c'était violent pour moi. Donc j'ai démarré par aller faire du beatbox, des percus corporels, des concours de cris d'animaux. J'étais jusqu'au concours de cris d'animaux. Donc j'ai pas hésité à être ridicule en public et à laisser parler mon enfant intérieur. Puisque une fois que tu as fait ça, tu apprends à rire de toi, tu apprends à tomber la veste du regard des autres, parce que moi, forcément, j'étais dans des réunions où tout le monde avait l'air sérieux, donc fallait pas trop sortir du cadre. Bon, mais quand tu as fait des concours de cris d'animaux, ça y est, c'est fini, ce truc-là, tu l'as enterré. Et c'est important de s'autoriser à tester ces nouveaux trucs qui font un peu peur au démarrage. Oui, quand tu vas faire du beatbox, de la chorale, du machin au démarrage, eh ben, il faut qu'au premier son que tu sors, tu as peur. Et puis une fois que tu l'as fait, c'est passé, tu l'as fait, donc ça veut dire que tu peux faire mieux, tu peux faire plus, t'en rigoles, voilà, et c'est derrière toi. Écoute, je sais pas ce que je retiendrai entre se brosser les dents avec la mauvaise main ou les cris d'animaux. Je note, je vais prendre des notes. Je sais pas, faut que je trouve dans ma région, il y a sûrement ça. Et oui, et moi je vous conseille de faire des trucs drôles. Alors justement, souvent les femmes quand on est maman, ce qui est chouette c'est de le faire avec ses gamins, parce que les gamins ils s'en foutent hein, de ces trucs-là. Et ce que je vois aussi, je le dis à pas mal d'entrepreneurs, souvent les femmes on a un biais aussi, c'est qu'on nous a appris à plaire et on n'ose pas déplaire. On n'ose pas être des sales gosses, et nos gamins ils savent faire. Donc du coup, allez-y, déguisez-vous pour aller faire Halloween, des trucs drôles avec eux, de serious game, je sais pas quoi. Là, moi dernièrement, j'étais déguisée en personnage de manga à la Japan Expo. Faites ces trucs drôles, parce qu'en fait, ça oblige à tomber la veste, à être authentique, à se marrer, et à en avoir plus rien à faire du regard des autres, qui est un truc sur lequel, nous, les femmes, on projette beaucoup plus de choses là-dessus, parce que depuis des générations, les femmes sont là pour être sages et être belles. Et quand on est entrepreneur, il faut réussir à transgresser un petit peu tout ça. À moins, bien sûr, qu'on soit entrepreneur dans la beauté, mais ce qui n'est pas le cas pour la plupart d'entre nous. Non, mais c'est génial. Et t'as totalement raison. Écoute, merci beaucoup. Écoute, si tu avais un dernier message, parce que toi, tu as une niaque pas possible, euh, qu'est-ce que tu voudrais transmettre qu'est-ce que tu voudrais transmettre aux personnes qui nous écoutent, vraiment l'idée à retenir de tout ce qu'on a échangé Et depuis bien tout que à l'heure. vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous ne croyez. Et c'est en commençant à le faire doucement que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez en réaliser beaucoup plus. Et en continuant en marchant, que vous arrivez à des endroits que vous pouvez même pas imaginer. Je le vois chez les gens que j'accompagne. Quand elles m'appellent, c'est pour atteindre un objectif et on le dépasse toujours. Et une fois qu'elles y sont, elles se disent, mais ça veut dire que je peux aller beaucoup plus loin. Et oui, même le cercle grossit. Donc commencez petit, commencez en vous amusant. Voilà, je vous ai donné des exemples où ils sont ridicules, les miens, donc allez-y, hein, vous ne pourrez pas trouver plus ridicule. Parlez-en avec vos enfants parce que ça va vous motiver. Et c'est aussi comme ça que on va transmettre à la génération suivante un domaine des possibles différents. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour les gens qui nous ont suivis sur ce que tu fais et où ils peuvent te retrouver justement et où ils peuvent profiter de l'énergie que Donc tu moi, vous me dégages? retrouvez sur Fric au féminin, Fric comme l'argent, Fricoau féminin, sur Internet, vous tapez ça, et vous me retrouvez sur un blog où vous avez aujourd'hui plus de 400 articles qui vous expliquent tout sur comment libérer votre relation à l'argent, votre plein potentiel, monter un business qui tourne, qui est au service de votre vie et une stratégie d'investissement. J'ai aussi une chaîne YouTube qui tourne très très bien, qui est une chaîne d'interview dans laquelle vous pourrez vous reconnaître si vous êtes une femme, puisque on traite des sujets à deux voix, entre femmes authentiques, sans costard cravate,
et sans être parfaite. On vous explique comment nous, on a fait, de manière très très simple, parce que les femmes, on y va toujours dans la simplicité et on n'abuse pas de la technicité. Et puis, eh bien, moi, j'accompagne individuellement celles qui ont besoin justement de dépasser les différents paliers, qui ont besoin de valider leur stratégie, parce que pour autant, je vous donne toutes les informations, elles sont gratuites, mais c'est pas pour autant que vous allez vous sentir de le faire toute seule. Et c'est bien normal. La confiance en soi, on l'a aussi parce qu'on est accompagné par quelqu'un qui on peut faire confiance, qui nous fait confiance et qui nous aide à progresser. La confiance sociale, en soi, c'est aussi un muscle social qu'on ne muscle pas toute seule dans son coin, mais qu'on muscle en interrelation. Donc voilà, j'accompagne moi individuellement de manière personnalisée sur mesure des femmes qui ont décidé de transformer positivement leur vie professionnelle et financière, puisque chacune ses aspirations, chacune sa personnalité, et chacune ses moyens, et l'argent, c'est au service de ça qu'on doit le mettre. Je suis d'ailleurs une des rares personnes à tenir ce discours-là. Le but n'est jamais l'argent. En fait, le but, c'est la vie que vous avez envie d'avoir. C'est très important. Mais c'est aussi ce qui fait que j'adore travailler et parler avec toi. Je t'en remercie beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode des Pieds dans le plat. Si cet épisode vous a bousculé, fait réfléchir ou simplement touché, partagez-le autour de vous et si vous avez envie d'aller plus loin, abonnez-vous, laissez un commentaire ou posez une question pour un prochain épisode. Parce que c'est comme ça qu'on avance, un déclic après l'autre, un bien à la fois. Merci à toi.